Regardez le ciel. Vous vous tenez sous un océan invisible pesant des milliards de tonnes, et pourtant, paradoxalement, notre agriculture se meurt de soif en plein milieu. Vous le respirez à chaque seconde. 78% de l'atmosphère est composée d'azote, l'élément de base absolu de la vie. Mais baissez les yeux sur vos champs. Pourquoi ouvrez-vous votre portefeuille pour payer des granules blanches, sans vie, estampillées de logos d'entreprise, alors que la matière première flotte librement, juste au-dessus de votre tête? C'est le plus grand braquage de l'histoire de la culture moderne. Nous avons été programmés pour croire que la fertilité ne provient que des usines, des réacteurs à haute température brûlant des combustibles fossiles, et non d'un moteur biologique silencieux qui existait bien avant que les dinosaures ne foulent la Terre. Il existe une entité vivante, une micropuce verte de la nature qui a autrefois nourri les civilisations rizicoles les plus brillantes de l'Orient pendant un millénaire sans une seule goutte de pétrole, ni un gramme d'urée synthétique. Ce n'est pas de la magie. C'est le summum de la technologie symbiotique que la science moderne commence à peine à décoder pleinement. Mais ensuite, elle a disparu du paysage industriel. Non pas parce qu'elle a cessé de fonctionner, mais parce qu'elle était trop efficace, une forme dangereuse d'autonomie pour les modèles commerciaux basés sur la dépendance. Ils l'ont reléguée aux marges des livres d'histoire, l'ont étiquetée mauvaise herbe ou relique, pour ouvrir la voie à l'ère de la dépendance chimique. Aujourd'hui, nous la sortons de l'ombre. Nous allons dépoussiérer le temps pour vous montrer à quel point cette technologie oubliée est réellement puissante. Nous devons rembobiner la cassette de l'histoire, au-delà de la fumée industrielle, jusqu'au XIe siècle dans le delta du fleuve Rouge. Alors que l'Europe tâtonnait encore dans l'âge des ténèbres, une biotechnologie sophistiquée était déjà déployée dans les rizières du Vietnam et du sud de la Chine. Ce ne sont pas des contes populaires, c'est l'enregistrement du premier brevet biologique au monde. Dans les anciens registres vietnamiens, il est fait mention d'une déesse de l'Azola, une matriarche qui n'a pas seulement découvert cette plante, mais a standardisé sa culture. Mais voici la preuve irréfutable. La connaissance de la façon de multiplier cet or vert était traitée avec la gravité d'un secret d'État moderne. Les décrets féodaux interdisaient l'exportation de la technique en dehors de villages spécifiques. Pourquoi un empire verrouillerait-il une fougère flottante? Parce qu'ils comprenaient mieux que nous la physique du pouvoir. Ils savaient que cette plante était un multiplicateur d'énergie. Si vous contrôliez l'azote, vous contrôliez le rendement du riz. Si vous contrôliez le surplus, vous contrôliez les armées et la population. Pendant des siècles, la propagation de cette fougère a été limitée à des guildes d'élite, transmises par les liens du sang comme des clés de cryptage. Lorsque vous voyez d'anciens sanctuaires dédiés à cette plante, ne les confondez pas avec une superstition primitive. Ces temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, ils étaient essentiellement des laboratoires à température contrôlée conçus pour maintenir les cultures mères en vie pendant les hivers rigoureux. Ils conservaient une technologie exclusive qui fixait l'azote de l'air 1000 ans avant que Fritz Haber ne remporte un prix Nobel pour l'avoir fait avec des tuyaux d'acier à haute pression. Nous les considérons comme de simples agriculteurs, mais ils exploitaient un réseau d'énergie renouvelable pour leur sol, un système que nous avons stupidement démantelé en échange de la commodité de la poudre en sac. Entré dans le début du XXe siècle, et le son du marteau industriel brisant l'ordre naturel. Deux chimistes allemands, Fritz Haber et Karl Bosch, ont fait ce que la nature avait fait silencieusement pendant des éons, mais ils l'ont fait avec la force brute. Ils ont inventé un moyen de déchirer la triple liaison de l'azote atmosphérique en utilisant une pression massive et des combustibles fossiles. C'était la naissance du procédé Haber-Bosch.
Une merveille technologique qui consomme aujourd'hui près de 2% de l'approvisionnement énergétique total mondial. Mais alors qu'il promettait de nourrir le monde, il a discrètement asservi l'agriculteur. C'était le moment où l'humanité est passée de la collaboration avec la biologie à la guerre contre elle en utilisant la chimie. La soi-disant révolution verte qui a suivi était d'un cheval de Troie. Elle est arrivée avec la promesse de rendements miraculeux, mais ces nouvelles semences à haut rendement ont été génétiquement modifiées pour être dépendantes. Elles ne pouvaient pas fonctionner sans forte dose d'azote synthétique. Le complexe industriel a immédiatement vu la faille dans le modèle Azola. Il était gratuit. Vous ne pouvez pas breveter une fougère qui double sa propre biomasse tous les 3 jours. Vous ne pouvez pas mettre un code-barre sur un organisme autorépliquant qui permet à un paysan de contourner la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'était un cauchemar de modèle commercial, car il offrait une libération totale. Ainsi, la suppression systématique a commencé. Les services de vulgarisation agricole, financés par des géants de la pétrochimie, ont cessé d'enseigner l'art de cultiver cet engrais vivant. Le discours a changé. La connaissance symbiotique a été qualifiée de primitive et de gourmande en main-d'œuvre, tandis que l'ouverture d'un sac en plastique a été commercialisée comme moderne et efficace. Nous avons échangé un système biologique à énergie solaire et autorégulée contre une alimentation au goutte-à-goutte industrielle finie, polluante et coûteuse. Les agriculteurs ont été rétrogradés du statut de gestionnaire d'écosystèmes complexes à celui de simple consommateur de produits d'entreprise, accro à un cycle d'endettement et de dégradation des sols qui se poursuit encore aujourd'hui. Avance rapide jusqu'à nos jours, où les laboratoires valident enfin ce que les temples savaient depuis toujours. Ce ne sont plus seulement des contes populaires, ce sont des données concrètes et indéniables provenant de l'Institut international de recherche sur le riz et de revues d'agronomie de pointe, publiées entre 2020 et 2023. Lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont étouffées et que les prix des engrais ont grimpé en flèche, la communauté scientifique s'est démêlée pour trouver des alternatives, et ils ont constaté que la réponse flottait déjà dans l'eau. Les chiffres sont absolument stupéfiants. Nous parlons d'un potentiel de fixation d'azote allant jusqu'à 1100 kg d'azote par hectare et par an dans des conditions optimales. Laissez ce chiffre s'imprégner un instant. Comparez ce chiffre à vos cultures de couverture légumineuses standards, haricots, pois, trèfles, qui pourraient vous donner 100 à 200 kg si vous avez de la chance. L'Azola n'est pas seulement meilleure. Elle évolue dans une catégorie de poids complètement différente. C'est le champion poids lourd de la fixation biologique de l'azote. Des essais récents sur le terrain ont prouvé que cette fougère peut séquestrer le carbone et injecter des nutriments dans le sol à des taux qui rendent l'application synthétique inefficace. Le or vert a été évalué par des pairs, testé en situation de stress et validé. La seule raison pour laquelle vous ne l'utilisez pas est que l'industrie n'a pas trouvé le moyen de vous la vendre dans un sac en plastique. Zoom avant. Nous quittons le monde visible et entrons dans l'architecture microscopique d'un mariage arrangé il y a 80 millions d'années. Ce que vous voyez comme une simple feuille flottante est en fait une unité de logement biologique complexe, une forteresse construite pour abriter un hôte spécifique. Il ne s'agit pas simplement d'une plante, c'est un super-organisme. La fougère, Azola, fournit l'infrastructure, mais le moteur est un fil microscopique de cyanobactéries connues sous le nom d'Anabaena azolae. Elles sont enfermées dans une étreinte permanente et héréditaire, si forte que les bactéries sont transmises de génération en génération par les spores de la fougère, comme un héritage biologique. À l'intérieur du lobe dorsal de chaque feuille d'Azola se trouve une cavité spécialisée et scellée. C'est le cœur du réacteur.
La plante remplit cette chambre de sucre et crée un environnement pauvre en oxygène, qui est la condition physique essentielle pour que la magie opère. En échange, l'anabaena active une enzyme appelée nitrogénase. Cette enzyme est l'équivalent biologique d'un craqueur industriel lourd. Elle réalise une prouesse de physique atomique que les usines humaines nécessitent 500 degrés Celsius et 200 atmosphères de pression pour réaliser. Le gaz d'azote est maintenu ensemble par une triple liaison, l'une des liaisons chimiques les plus fortes de la nature. Il est inerte, tenace et inutile à la plupart des formes de vie. Mais à l'intérieur de cette cavité foliaire, microscopique, l'enzyme nitrogénase brise cette triple liaison, comme une brindille sèche. Elle capture le gaz inerte et le proton, réassemblant les atomes en ammoniac, une forme d'azote que la vie peut réellement consommer. Il s'agit d'une fusion froide de l'agriculture, une fonderie biologique fonctionnant à température ambiante, transformant l'air raréfié en engrais solide sous vos yeux. Maintenant, dépouillons-nous un instant de la biologie et examinons la physique pure de cette machine. Nous ne parlons pas ici d'une simple addition. Nous assistons à un algorithme biologique basé sur des fonctions exponentielles. Dans le monde de la finance, les intérêts composés sont considérés comme la 8e merveille du monde. Mais dans votre rizière, Azola est l'incarnation physique de cette puissance mathématique. La mesure critique que vous devez comprendre est le temps de doublement. Alors qu'une tige de maïs met des mois à mûrir, cette fougère fonctionne à un rythme effréné, dupliquant toute sa biomasse en aussi peu que 2 à 3 jours dans des conditions optimales. Pensez aux implications de cette progression géométrique. Vous commencez avec une poignée et en quelques semaines, vous vous retrouvez face à une couverture verte qui recouvre l'horizon. Les scientifiques et les gestionnaires d'écosystèmes terrifiés l'appellent un monstre de biomasse pour une bonne raison. Elle capture l'énergie solaire et le carbone atmosphérique avec une férocité qui fait paraître les plantes terrestres paresseuses. En fait, les paléoclimatologues ont lié un événement de refroidissement préhistorique massif, l'événement Azola, à cette même plante, calculant qu'elle séquestre le carbone jusqu'à 8 fois plus efficacement qu'une forêt tropicale moderne. C'est une singularité biologique, une réaction de croissance incontrôlable qui transforme la lumière du soleil et l'air en matière solide plus rapidement que presque tout autre organisme multicellulaire sur Terre. Ce n'est pas un miracle, c'est la physique brute et inflexible de la vie, fonctionnant à une efficacité maximale. Maintenant, nous passons de la théorie au déploiement tactique. Vous ne vous contentez pas de planter une culture. Vous initialisez un réacteur biologique, et comme toute machine sophistiquée, il nécessite un étalonnage précis avant d'appuyer sur l'interrupteur. Pour activer ce moteur à azote, vous devez d'abord construire l'environnement approprié. L'eau doit être stagnante, mais elle ne doit pas être morte. Azola est une fougère aquatique flottante, avec des racines pendantes délicates qui agissent comme des sondes nutritives. Les courants forts ou les canaux d'irrigation turbulents briseront la colonie et déconnecteront le lien symbiotique. Vous avez besoin d'une colonne d'eau peu profonde, idéalement de 5 à 10 cm de profondeur. Cette profondeur spécifique n'est pas arbitraire. Elle concentre les nutriments là où les racines peuvent y accéder immédiatement, transformant votre rizière ou votre étang en un bouillon nutritif à haute densité plutôt qu'en un océan dilué. Voici le secret chimique qui sépare les maîtres des amateurs, le phosphore. Le dogme industriel vous enseigne à acheter de l'azote, du phosphore et du potassium, NPK, ensemble. Mais rappelez-vous que cette machine extrait l'azote de l'air raréfié gratuitement. Elle n'a pas besoin que vous ajoutiez de l'azote. Cependant, l'enzyme nitrogénase, le marteau moléculaire qui brise l'air,
fonctionne à l'adénosine triphosphate, ATP, et l'ATP est construit sur une base de phosphore. Si vous privez l'eau de phosphore, le moteur cale. Vous devez amorcer l'eau avec une petite dose stratégique de phosphate de roche ou de fumier animal. Vous ne fertilisez pas la plante. Vous fournissez l'étincelle d'allumage pour que le processus d'extraction atmosphérique commence. L'erreur la plus grave se produit dans les premières de 48 heures. Ne déversez pas votre culture de démarrage dans un vaste champ ouvert en espérant qu'elle survive. La colonie repose sur la détection du quorum, un comportement dépendant de la densité. Si les fougères sont trop dispersées, le vent et les vagues les déchireront avant qu'elles ne puissent établir un microclimat localisé. Vous devez commencer dans une pépinière, un petit enclos protégé où vous pouvez maintenir un pH entre 5,5 et 7,0. C'est la phase d'incubation. Ce n'était que lorsque la biomasse a formé un tapis cohérent et imbriqué que vous la relâchez dans l'arène principale. Traitez cet organisme avec le respect dû à un laboratoire vivant, et il vous récompensera. Traitez-le comme de l'herbe commune, et il périra avant même de commencer à travailler. Une fois que la réaction est durable et que la surface est scellée avec du verre, vous passez du rôle d'architecte à celui de technicien de réacteur. Ce n'est pas un système passif. C'est un moteur biologique à haute performance qui exige une surveillance active de ses seuils thermiques. L'enzyme nitrogénase, le cœur même de cette opération, est sensible à la température. Elle prospère dans la douce chaleur de 20 à 30 degrés Celsius. Mais si vous laissez l'eau surchauffer sous le soleil brûlant, du milieu de l'été, sans ombre ni circulation, la machine commence à bégayer. Vous devez gérer le niveau de l'eau avec assiduité. Si le tapis devient trop épais, les couches inférieures sont étouffées, coupées de la lumière et commencent à pourrir, faisant chuter le pH et transformant votre usine de nutriments en fosse septique. Vous devez éclaircir constamment le troupeau pour maintenir la colonie dans sa phase de croissance rapide. Ensuite viennent les pillards. Le parfum d'une telle biomasse à haute teneur en protéines est une sonnerie pour chaque charançon et larve de papillons de l'écosystème. Mais voici la règle d'or. Ne touchez pas au pistolet pulvérisateur. Dès que vous introduisez des pesticides de synthèse, vous anéantissez la symbiose même que vous avez travaillé à établir. Vous combattez à nouveau la biologie avec la chimie et vous perdrez. Au lieu de cela, déployez la défense biologique du périmètre. Les canards et certaines espèces de poissons sont les gardiens naturels de cette technologie. Ils consomment les parasites tout en laissant la fougère largement intacte, leurs déchets recyclant le phosphore dans l'eau en temps réel. Vous construisez une chaîne alimentaire, pas une salle d'opération stérile. Enfin, vous devez apprendre à lire le tableau de bord de cette machine vivante. La plante communique son état par un code couleur vif, une colonie saine qui pompe de l'azote et d'un verre vibrant et électrique. Mais regardez attentivement. Lorsque ce verre se transforme en un violet contusionné ou un rouge rouille, la colonie vous hurle dessus. C'est un signal de détresse indiquant une carence en phosphore ou un stress thermique, un signe que les valves d'admission atmosphérique se ferment. Ce n'est pas un défaut, c'est une fonction de diagnostic intégré. Écoutez-le, ajustez immédiatement vos apports minéraux ou la profondeur de l'eau, et regardez le moteur vert rugir à nouveau. Nous arrivons maintenant à la récolte, mais vous devez effacer de votre esprit l'image traditionnelle d'une récolte saisonnière. Il ne s'agit pas d'une culture qui a un début et une fin. Il s'agit d'un réacteur biologique à flux continu. Et si vous ne puisez pas constamment dans l'énergie, le système s'étouffera de lui-même. L'erreur que font la plupart des novices est la gourmandise. Ils attendent que la biomasse s'accumule en une couche épaisse et lourde.
Mais rappelez-vous la physique de la croissance exponentielle dont nous avons parlé. La croissance s'arrête lorsque l'espace vient à manquer. Si le tapis devient trop dense, les couches inférieures sont privées de lumière et d'oxygène, ce qui déclenche une extinction qui anéantit toute la colonie. Vous devez devenir un gestionnaire de la densité. Vous devez effectuer une récolte tournante, en enlevant 30 à 50% de la biomasse chaque semaine, afin de maintenir la colonie en permanence bloquée dans sa phase de croissance agressive et rapide. Vous maintenez essentiellement la plante affamée d'espace, ce qui l'oblige à faire tourner son moteur de fixation de l'azote au maximum de son régime. Une fois que vous avez retiré cet or vert dégoulinant de l'eau, vous tenez entre vos mains la batterie biologique la plus polyvalente de la planète. Vous avez deux options tactiques. Premièrement, vous pouvez le déployer immédiatement comme engrais vert. Jetez-le directement sur votre sol ou autour de la base de vos cultures. Contrairement à la paille ou aux copeaux de bois qui privent le sol d'azote lors de leur décomposition, l'azola a un rapport carbone-azote parfait qui lui permet de se fondre dans la terre, libérant ainsi sa charge d'azote en quelques semaines et non en quelques mois. Il agit comme un paillis suffocant qui bloque les mauvaises herbes, retient l'humidité, puis se dissout en nourriture pure pour les plantes. C'est un engrais autocompostable qui ne nécessite ni retournement, ni tas, ni attente. Votre deuxième option consiste à contourner le sol et à donner les protéines directement à votre bétail. Cette fougère est riche en acides aminés essentiels et peut remplacer une part importante du soja ou de la farine de poisson importée et coûteux dans l'alimentation des canards, des poulets, des porcs et des poissons. Lorsque vous donnez de l'azola à vos animaux, vous comblez le dernier vide du cercle. Les animaux mangent la plante, ils grandissent le plus vite, et leurs déchets, riches en phosphore et en matière organique digérée, retournent directement dans l'étang pour alimenter la prochaine génération d'azola. Vous venez de créer un système énergétique en boucle fermée, sans déchets. Vous avez éliminé le magasin d'aliments pour animaux et le dépôt d'engrais d'un seul coup. C'est la définition de l'indépendance agricole. Nous sommes arrivés à la fin du fichier, mais pour vous, c'est le début d'une prise de conscience beaucoup plus dangereuse. Nous avons démonté le moteur du système alimentaire industriel et l'avons trouvé défaillant. Nous avons dénoncé l'industrie des engrais chimiques pour ce qu'elle est réellement. Une dépendance brutale qui transforme les combustibles fossiles en nourriture au prix de l'âme de votre sol. Et nous vous avons présenté à nouveau la souveraine verte et silencieuse qui attend patiemment dans l'eau trouble depuis 1000 ans. Il ne s'agissait pas seulement d'une fougère flottante, il s'agissait de savoir qui détient les clés du royaume de la vie. La question n'est plus de savoir si cette technologie fonctionne. La physique de l'enzyme nitrogénase et les courbes de croissance exponentielle sont irréfutables. La question est morale, et elle est profondément personnelle. Êtes-vous satisfait de rester un client des géants de la chimie, un simple nœud dans une chaîne d'approvisionnement que vous ne contrôlez pas, passant votre carte à tout jamais pour réparer la fertilité que vous avez détruite? Ou avez-vous le courage de descendre du tapis roulant? Le complexe industriel parie sur votre paresse. La nature parie sur votre intelligence. La véritable indépendance n'est pas un cadeau. Elle se cultive. Chaque fois que vous prélevez une poignée de cet engrais vivant dans votre étang, vous coupez un fil qui vous relie au réseau. Vous déclarez que vous pouvez générer votre propre fertilité, votre propre nourriture et votre propre avenir, sans demander la permission ni vérifier le prix du marché de l'urée. Le plan est entre vos mains. Les spores attendent, l'eau est prête. Continuerez-vous à payer pour l'air que vous respirez, ou apprendrez-vous enfin à récolter le ciel?